C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons résumer le cours d'anatomie sur la rate et le système porte hépatique. Avant de commencer notre résumé, on remercie comme à notre habitude les professeurs d'anatomie de la faculté de médecine d'Alger, et plus particulièrement Dr Retia pour le fabuleux diapo de cours. Sans plus tarder, on peut commencer notre résumé. La cavité abdominale, l'abdomen est divisé classiquement en 9 quadrants pour l'anatomie palpatoire et l'examen clinique. On aura deux lignes verticales et deux lignes horizontales qui vont permettre de diviser cette région abdominale en 9 parties. L'étage supérieur, on va retrouver au niveau de la partie moyenne la région épigastrique. Au niveau de l'étage moyen, la région ombilicale se rapproche ou genou de l'ombilic. Et la région hypogastrique pubienne sera au niveau de l'étage inférieur. De part et d'autre de cette région centrale, on va retrouver les mêmes éléments à gauche comme à droite. L'hypochondre droit et l'hypochondre gauche vont faire référence à la partie de la cavité abdominale qui est partiellement ici recouverte en superficielle par le gris costal de la paroi thoracique. Le flanc droit et le flanc gauche font référence du coup au côté gauche et droit qui vont se retrouver au niveau de l'étage moyen. Et au niveau de l'étage inférieur, les fosses iliaques droite et fosses iliaques gauche seront donc limitées en partie par les crêtes iliaques des os coxaux. La rate, si on veut la définir, est un organe hématopoïétique lymphoïde secondaire qui va se retrouver au niveau de l'hypochondre gauche. C'est un organe en étroite connexion avec la veine porte de par la veine splénique qui naît au niveau du île de cette rate. C'est un organe profond, fragile, qui peut être exposé au traumatisme, non seulement abdominal, mais en plus thoracique. Son rôle et hématopoïétique au niveau du développement embryonnaire avec la phase hépatico-splénique. Elle a un rôle lors de la vie adulte pour l'épuration le sang et la régulation et la destruction de certains éléments figurés du sang qui sont sénescents et commencent à devenir non fonctionnels de par les modifications structurelles qu'ils peuvent subir. On l'appelle le cimetière des globules rouges. Elle a aussi un rôle immunitaire, donc pour la défense de l'organisme. Un rôle hématopoïétique, un rôle hémolytique et un rôle immunitaire, ce sont les principaux rôles de la rate. La situation de cette rate, elle est bien sûr au-dessus du mésocôlon transverse, la racine du mésocôlon transverse. On dit que c'est un organe de l'étage sus-mésocolique, l'étage hépatico-spléno-gastro-pancréatique, qui va contenir les organes ci-dessous. Elle va se retrouver dans une loge sous la coupole diaphragmatique gauche, la loge sous-phrénique gauche. En regard, elle va se projeter au niveau de la 10e côte en arrière, ce qui fait d'elle un organe non pas juste abdominal car elle est sous le diaphragme, mais plutôt un organe thoraco-abdominal de par sa projection thoracique sur la 10e côte gauche qui est la côte splénique. Elle va aller, sa projection en réalité, de la 9e jusqu'à la 11e côte. C'est un organe donc très profond, projection thoraco-abdominale, ce qui le rend vulnérable aux différents traumatismes, non pas juste abdominaux, mais aussi thoraciques, vu qu'elle est recouverte en ventral, en antérieur, en superficiel, par le gris costal, donc la paroi thoracique terne. Voilà notre rate sur une vue réelle. Au niveau des dimensions, la rate est un organe ovalaire qui va avoir un aspect presque aplati. Pourquoi? Car la longueur et la largeur de cette rate sont supérieures à son épaisseur, 12 cm de long, 8 cm de large et uniquement 4 cm d'épaisseur, ce qui lui donne cet aspect légèrement aplati. Son poids va être aux environs des 150 jusqu'à 200 grammes chez un adulte normalement constitué. Bien sûr, ces mesures et ces dimensions sont prises chez un individu standard, donc elles restent variables selon les individus. La morphologie externe de la rate, les différentes caractéristiques morphologiques sur la surface externe de la rate, nous amènent à considérer la rate et à la comparer comme étant un gros grain de café de par sa forme ovalaire. Elle va présenter à décrire trois faces, limitées par trois bords, présentant deux extrémités de pôles, un pôle supérieur et un pôle inférieur, et, et le pôle inférieur, qui est aussi appelé la base de la rate, peut être considéré comme une quatrième face, la face colique qu'on verra juste après. Donc,
Une face externe, latérale, qu'on va appeler la face diaphragmatique, en regard de la coupole diaphragmatique gauche. Une face antéromédiale antérieure, qu'on appelle la face gastrique, en regard de l'estomac. Et une face postéromédiale, qu'on appelle la face rénale, en arrière et en regard du rein gauche. Limitée du coup par trois bords. Un bord interne, qui n'est pas décrit par tous les auteurs, qui va venir limiter les deux faces gastriques et rénales. Un bord postérieur assez lisse, qui va venir limiter donc la face diaphragmatique de la face rénale, et un bord antérieur, le bord créné, qui va venir limiter la face diaphragmatique de la face gastrique. Deux extrémités, un sommet en haut et une base en bas. Donc la face antéromédiale, qui est la face gastrique, regarde au niveau de l'estomac et va être creusé par le île splénique, le île de la rate qui va laisser passer les éléments vasculaires, les vaisseaux spléniques, artères et veines spléniques. La postéromédiale, elle, va contenir et présenter une petite fossette, la fossette rénale. C'est la face rénale en regard du rein gauche. La latérale est une face extrêmement convexe. On l'appelle la face diaphragmatique. Elle va être en contact de la coupole diaphragmatique gauche. Ces trois faces sont limitées par trois bords. Un bord postérieur régulier assez arrondi, un bord interne qui va limiter les deux faces médiales, qui n'est pas décrit par tous les auteurs, qui permet en se bifurquant le tahta de limiter la base de la rate, l'angle colique, et un bord antérieur très important qui est crénelé et qui va être palpé lors d'une augmentation du volume de la rate, c'est-à-dire une splénomégalie. La rate, de par sa disposition profonde située au niveau de l'hypochondre gauche, n'est pas palpable en temps normal. Si elle est palpable, c'est synonyme d'un diagnostic d'une splénomégalie, un gonflement de la rate et donc une augmentation de son volume. Au niveau des pôles, le pôle crânial, le sommet est arrondi, tandis que le pôle caudal est une base, une face à proprement parler, la face colique, en rapport avec l'angle colique gauche, le côlon. On peut aussi décrire au niveau des omentums, il y en a des épiplombs, des replis péritonéaux qui permettent de lier la rate, des structures qui font référence à des rates accessoires, des rates surnuméraires qui vont faire 1 cm de diamètre et qui peuvent se situer dans l'omentum gastrosplénique liant l'estomac à la rate ou alors dans le grand omentum liant la grande courbure de l'estomac au côlon transverse et pouvant même recouvrir les onces grêles de par le tablier épiploïque. Voici la rate avec une couleur foncée, très vascularisée, gorgée de sang, avec le bord créné qui est observable ici. Pour la morphologie interne, la rate est constituée d'une capsule conjonctive qui va venir entourer le tissu fonctionnel TAO qui est le parenchyme splénique. Parenchyme splénique qui peut se diviser du coup en deux types de tissus. La pulpe rouge, gorgée de sang, constituée de plexus veineux et des cordons de Billroth qui laissent passage aux différentes cellules sanguines permettant donc de piéger les cellules, les globules rouges sénescents qui commencent à devenir non fonctionnels. Et la pulpe blanche, tissu lymphoïde périartériel, constitué donc de manchots périartériels et des corpuscules de Malpighi, rôle important au niveau de l'immunité, ce qui fait de la rate un organe lymphoïde, mais en plus le plus volumineux des organes lymphoïdes secondaires. Les rapports, l'anatomie topographique de cette rate, on a des rapports péritonéaux, car la rate est un organe péritonisé, enveloppé, entouré de péritoine viscéral, qui va permettre la réflexion et la constitution de deux épiplombs, de deux omentums au niveau de son île. Un omentum qui va le lier au pancréas, l'omentum pancréatico-splénique, qui laisse passage aux vaisseaux spléniques, artères et veines spléniques, qui vont cheminer en arrière du pancréas au niveau du bord supérieur, et un deuxième omentum le liant à l'estomac, l'omentum ou la l'épiplomb gastro-splénique contenant les vaisseaux courts de l'estomac permettant la vascularisation du fundus gastrique. Ces deux omentums constituent non seulement des rapports péritonéaux, mais en plus des moyens de fixité, auxquels on va rajouter deux autres replis péritonéaux, deux autres moyens de fixité qui sont des ligaments, ne transportant pas de vaisseau. Le ligament phrénico-splénique, qui va venir lier le pôle supérieur de la rate à la coupole diaphragmatique gauche, et le ligament splénocolique à sa base, formation péritonéale qui va venir me lier la base de la rate à l'angle colique gauche, qui peut se confondre avec la partie gauche excentrée du grand omentum, formant une structure que les anatomistes décrivent comme étant le sustentaculum lienis.
Par l'intermédiaire du péritoine, la rate rentrera en rapport, bien sûr, avec les organes qui vont limiter sa loge, la loge splénique. On aura en haut, en arrière et en latéral le diaphragme, la coupole diaphragmatique gauche, permettant donc de nommer la face latérale, la face diaphragmatique. En médial, on aura l'estomac, qui va permettre de nommer en fait la face antéromédiale, la face gastrique. En caudale, mais le تحت en inférieur, on aura l'angle colique gauche qui permettra de nommer la base, la face colique. En postérieur, on aura bien sûr le rein gauche qui permettra de nommer la face postéromédiale, la face rénale. Et bien sûr, le tout sera englobé en superficiel et en ventral par le gris costal. La face dorsolatérale entrera en rapport, comme on a dit, donc avec la coupole diaphragmatique. Et par le biais du diaphragme, on entrera en rapport avec la plèvre et le poumon gauche. Plus à distance, ce sera la paroi thoracique, pour être plus précis, la 10e côte gauche, qu'on appellera la côte splénique. Pour la face antéromédiale, elle entrera en rapport en avant donc du île au fundus de l'estomac et à sa grande courbure avec son corps, par le biais donc de l'épiplomb où il y a de l'omontome gastro-splénique, mais aussi donc au niveau du île de la rate, elle entrera en rapport du coup avec la queue du pancréas située ici, en arrière de l'estomac. Pour la face postéro-médiale, en arrière du île de la rate, notre rate rentrera en rapport bien sûr avec le rein gauche et la surrénale qui sont des organes rétro-péritonéaux en arrière du péritoine pariétal postérieur. Les bords, eux, le bord dorsal rentrera en rapport avec le diaphragme et le bord ventral, lui, sera en rapport avec le rebord costal, qui ne dépassera pas, à part dans un cas pathologique, le cas de splénomégalie, où est-ce qu'il deviendra palpable. Les pôles, donc le pôle supérieur, le sommet de la rate, peut rentrer en rapport avec l'œsophage abdominal, tandis que le pôle inférieur va, bien sûr, la base, la face colique, entrera en rapport avec l'angle colique gauche, fixé donc par les replis péritonéaux. La vascularisation de la rate se fera par le biais de l'artère splénique, branche du tronc cœliaque, première branche collatérale viscérale de l'aorte abdominale, qui naît aux environs de la 12e vertèbre thoracique, T12, qui va subir un trajet sinueux en arrière et en supérieur du pancréas, pour se terminer en se divisant en deux branches au niveau du île splénique, au niveau du île de la rate. Bien sûr, avant de se terminer dans la rate, elle donnera des branches collatérales, essentielles à la vascularisation de l'estomac et du pancréas. Les artères courtes de l'estomac, avec l'artère cardio-tubérositaire postérieure, vasculariseront le fundus et la partie postérieure donc du cardia de notre estomac. L'artère pancréatique dorsale va permettre de vasculariser le corps du pancréas et l'artère gastro-omontale gauche constitue avec la gastro-omontale droite le cercle de la grande courbure de l'estomac pour vasculariser l'estomac. Pour la vascularisation splénique, donc de la rate par le biais de l'artère splénique, elle sera de type terminal, ce qui fait que dans un cas pathologique où une artère ou bien une branche de ces artères-là risque d'être bouchée, on peut avoir donc une nécrose d'une partie de la rate, un infarctus segmentaire de la rate, ce qui fait qu'on peut retirer une partie de cette rate seulement, c'est la splénectomie partielle, ou alors dans un autre cas pathologique, dans le cas d'une hémorragie qui peut être d'origine traumatique abdominale ou thoracique, on peut par le biais de l'embolisation bloquer donc cette hémorragie en bloquant du coup le vaisseau qui présente la rupture. Bien sûr, c'est une intervention qui est contrôlée par du coup une radiographie. La vascularisation veineuse, le drainage veineux se fera bien sûr par le biais de la veine splénique qui naîtra, donc qui prendra origine au niveau donc du île de la rate. Elle va cheminer en arrière du pancréas pour s'unir donc à la veine mésentérique inférieure, formant le transpléno-mésaraïque ou le transpléno-mésentérique, s'unissant à la mésentérique supérieure et donc formant le tronc porte. L'hypertension portale, pathologie qui va toucher le système porte hépatique, donc une augmentation de la pression au niveau du système porte qui risque de bloquer le passage du sang du tube digestif, de la rate et du pancréas jusqu'au foie, risque de me donner un gonflement de cette rate, augmentation de son volume, une splénomégalie. Pour le drainage lymphatique,
La lymphe de la rate sera drainée par le biais de lymphonoeux qui vont être satellites de l'artère. Le drainage se fera au niveau donc des lymphonoeux para-aortiques et bien sûr des lymphonoeux satellites de la veine splénique qui vont permettre du coup un drainage dans les lymphonoeux hépatiques et ensuite cœliaques. L'innervation se fera bien sûr par les deux systèmes sympathiques et parasympathiques, par le biais de filets nerveux, donc ici satellites de l'artère qui vont venir innerver la rate, des filets nerveux qui me viennent donc du plexus cœliaque ou bien du plexus solaire au niveau de la région cœliaque de Louchka. Le contingent sympathique de ces filets nerveux permettront une splénoconstriction, tandis que le contingent parasympathique issu du tronc vagal postérieur permettra donc une splénodilatation. Le système porte est un concept et donc en anatomie, un système circulatoire, un système vasculaire qui va mettre en jeu un vaisseau sanguin, artère ou veine, qui va relier deux réseaux capillaires de même type, c'est-à-dire des capillaires veineux vont se drainer et ensuite nous donner une veine qui va se ramifier en capillaires veineux. C'est un système porte. Même chose pour les capillaires artériels qui vont du coup être liés par une artère. Le système porte, ou du moins les systèmes porte, il y en a plusieurs dans notre corps. On a un système porte hypothalamo-hypophysaire, un système porte rénal, etc., etc. Mais le système porte qui va nous intéresser, car il va présenter une particularité importante pour le transport de certaines substances, c'est le système porte hépatique, qui va permettre de relier le tube digestif avec pancréas et rate, qui ne font pas partie du tube digestif, avec le foie. Par définition, le système porte hépatique est donc un tronc veineux, la veine porte, qui va être annexé au tube digestif, qui va s'entreposer entre un réseau capillaire issu donc du tube digestif, jéjuno-ilion, duodénum, euh, le rein, avec le grand intestin avec le côlon, et bien sûr la glande qui est du coup annexée au duodénum, le pancréas, et bien sûr la rate. De ce réseau capillaire, on va remonter vers la veine porte qui va ensuite se ramifier au niveau du foie, me donnant un deuxième réseau capillaire qui est cette fois-ci hépatique. Le rôle de ce système porte est de conduire tout le sang veineux de ces différents segments-là, tube digestif, pancréas et rate, jusqu'au foie où il va subir certains traitements, il va être analysé. L'origine du système porte se fera au niveau de L1, première vertèbre lombaire, en arrière du pancréas et du col du pancréas par la réunion de trois veines. La veine splénique, mésentérique inférieure, mésentérique supérieure. Dans la configuration étudiée en anatomie classiquement, la veine splénique et la veine mésentérique inférieure vont s'unir pour me donner le tronc splénomésaraïque pour ensuite s'unir à la veine mésentérique supérieure. Gardez en tête toujours, la disposition n'est pas systématique, elle n'est pas présente chez 100% des individus. La veine mésentérique supérieure va drainer l'intestin grêle avec le côlon droit, la moitié droite du gros intestin. Elle prendra origine au niveau de l'angle iliocécal par la réunion des veines jéjuno-iléales. Elle aura un trajet dans le mésentère, méso donc de l'intestin grêle, à droite de l'artère mésentérique supérieure. Elle va ensuite passer fourque le troisième duodénum, le D3, passer au fourtenet, la tête du pancréas, le processus incinatus du pancréas est dans l'inciseur pancréatique pour devenir rétropancréatique, derrière le col ou l'hélisme du pancréas. Elle se terminera à ce niveau, donc derrière le col du pancréas, en recevant par angle droit le tronc splénomésaraïque formé donc des veines spléniques et mésentériques inférieures. Les affluents de cette veine mésentérique supérieure sont bien sûr les veines intestinales, les veines jéjuno-iliales, comme on les nomme, la veine sécale, appendiculaire pour l'appendice, et les trois veines coliques du côté droit, sans oublier le tronc gastrocolique de Henné et les veines pancréatico-duodénales inférieures. La veine mésentérique inférieure, elle, va permettre de drainer en fait le côlon gauche avec une partie du rectum, c'est-à-dire globalement la moitié gauche du gros intestin. L'origine se fera devant le rectum par la réunion des veines rectales supérieures, les veines hémorroïdales supérieures. Le trajet se fera ascendant jusqu'à la terminaison en arrière du pancréas avec la veine splénique au niveau de ce tronc splénomésaraïque pour rejoindre la mésentérique sup. Elle recevra plusieurs collatérales, les trois veines coliques du côté gauche et les veines sigmoïdiennes pour le côlon sigmoïde.
La veine splénique, quant à elle, prend son origine au niveau du île de la rate. Elle aura un trajet oblique en haut euh, pour venir se terminer au niveau en arrière donc, du pancréas dans le transplénomésorique pour ensuite se terminer définitivement au niveau de la veine mésentérique supérieure. Elle recevra les veines les courtes de l'estomac, drainant le fundus de l'estomac. Elle recevra la gastro-omontale gauche, permettant de former le cercle veineux de la grande courbure, et bien sûr certaines veines pancréatiques. Le trajet de la veine porte maintenant, c'est un grand tronc veineux qui va se situer d'abord en arrière du pancréas, mesurer 10 centimètres de long pour un diamètre d'environ 15 millimètres. Il va être respectivement derrière le pancréas et le bloc duodéno-pancréatique, rétro-pancréatico-duodénal, ensuite cheminer dans le petit tomentum, dans la pars vasculosa du petit tomentum, et ensuite se terminer au niveau du île hépatique, le île du foie. Il se terminera en se divisant en deux branches, une branche pour le foie gauche et une branche du coup pour le foie droit, bien sûr au niveau de la face inférieure du foie. Elle recevra les veines gastriques gauche et droite, formant la petite courbure, formant du coup le cercle veineux de la petite courbure de l'estomac et la veine pancréatico-duodénale droite supérieure. Au niveau de ces branches terminales, elle recevra deux autres affluentes, la veine cystique, enfin les veines cystiques donc de la vésicule biliaire et le ligament veineux, reliquat embryonnaire, donc du conduit veineux fœtal au niveau donc de sa branche gauche. Elle se divisera, comme on a dit, en deux rameaux, un rameau droit et un rameau gauche pour la partie droite et la partie gauche du foie qui vont se ramifier et me donner un réseau capillaire hépatique à l'intérieur du foie. Une notion importante à retenir pour le système porte hépatique, c'est la présence donc d'une communication entre ce système porte et le système cave, une communication indirecte par le biais d'organes, par le biais de différentes structures. Nous avons des structures qui sont drainées par plusieurs veines, bien sûr, des veines qui seront tributaires du système cave, donc qui vont se drainer dans les veines caves inférieures ou supérieures, et ces mêmes structures-là peuvent être drainées par des veines tributaires du système porte. La présence donc, d'un point de vue structurel, une présence intime proche de ces deux types de veines, tributaires de deux systèmes différents, nous fait qu'on a une communication indirecte, une anastomose, des anastomoses portogaves. Ces anastomoses portogaves sont présentes dans 5 endroits différents. Au niveau rectal, de par les veines rectales supérieures qui sont tributaires du système porte et les veines rectales moyennes et inférieures qui sont tributaires du système cave par le biais ou des veines iliaques. Des anastomoses œsophagiennes de par les veines, de par du coup l'œsophage qui peut être drainé par l'hémiazygos, donc tributaire du cave supérieur, et les veines des branches œsophagiennes, donc de la gastrique gauche tributaire du système porte. Anastomose portogave à ce niveau-là. Des anastomoses ombilicales aussi, de par la veine ou les veines périombilicales qui vont venir être drainées et être tributaires du système porte, avec les différentes veines sous-cutanées superficielles de la paroi abdominale antérieure, tributaires du système cave. Anastomose ombilicale. Et nous avons des anastomoses transpéritonéales, car au niveau du tube digestif, recouvert par le péritoine viscéral qui lui est drainé comme le tube digestif au niveau du système cave, tributaire du système cave, et le péritoine pariétal, la paroi qui va être drainé. Pardon, le tube digestif avec le péritoine viscéral va être tributaire du système porte, tandis que le péritoine pariétal et la paroi va être tributaire donc du système cave, anastomose portocave à ce niveau-là. On a une dernière anastomose qui va se situer au niveau hépatique, donc anastomose au niveau hépatique, car nous avons une communication entre les veines hépatiques qui vont aller au système cave et le réseau capillaire hépatique du système porte, qui entre au niveau du île hépatique, le île du foie. Ces anastomoses portocaves seront mises en jeu dans un cas pathologique, le cas de l'hypertension portale. Si la pression augmente beaucoup trop au niveau donc de la veine porte, le sang ne peut pas remonter et passer par le foie et ensuite revenir au système cave, ce qui fait que le sang va avoir tendance à stagner dans les structures
qui possède donc ces anastomoses portogaves pour essayer de, par ces structures, être drainé par les veines tributaires du système porte. Ce qui va avoir pour conséquence de former des varices, donc une dilatation des plexus veineux à ce niveau-là, des varices ici observables au niveau digestif, des varices au niveau rectal qui peuvent nous donner du coup les fameuses hémorroïdes, et au niveau de la paroi antérieure, donc abdominale, des varices, et donc la présence d'une circulation collatérale, c'est-à-dire une, une, donc une circulation qui va être accentuée au niveau des veines superficielles, des veines sous-cutanées, avec des ventres, des cavités abdominales qui peuvent être remplies de liquide, remplies d'acide. Sans oublier que cette hypertension portale peut nous donner donc une stagnation du sang au niveau donc de la rate, et donc nous donner une splénomégalie. C'est tout du coup pour le résumé. On se retrouve une nouvelle fois, on se retrouve une prochaine fois, pardon, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.